Pierre Foulquier, je suis data scientist chez Capcode. Donc data scientist, c'est un métier il y a plusieurs définitions. Donc je vais essayer d'en donner une qui est assez générale. En fait, c'est quelqu'un qui est capable de trouver, de récolter, de manipuler et de rendre intelligibles des données de tout type et dans tout volume. Pour ce faire, en fait, il y a deux premiers piliers qui sont un pilier technologique, donc c'est-à-dire informatique, c'est-à-dire les langages de programmation et s'y connaître en informatique, quoi. Et un deuxième pilier qui est mathématique et statistique. Donc c'est des modèles statistiques sur lesquels qu'on applique sur les données. Et donc au croisement de tout ça, on a l'intelligence artificielle et le machine learning. Et c'est un métier qui est dit transverse dans le sens où on peut l'appliquer dans différents secteurs. Donc on peut faire ça en finance, en marketing, en assurance et aussi en santé. Et à chaque fois, en fait, il va y avoir un contexte particulier qu'il faut prendre en compte. Donc dans la santé, le contexte, c'est qu'avec les innovations technologiques, il y a une explosion du volume de données. Donc ça passe par les hôpitaux qui numérisent les résultats d'examens médicaux ou alors les dossiers de patients. Ça passe par les objets connectés, les communautés de patients et le séquençage du génome. Donc ça, c'est un contexte qu'il va falloir prendre en compte. Et en plus de ça, il y a des questions d'anonymisation, de sécurité des données, d'éthique, puisque c'est des données qui sont personnelles et sur la santé des patients, donc sensibles. Au niveau de la formation, pour arriver à ce type de métier, il n'y a pas besoin de faire une fac d'informatique ou avec un double diplôme en maths ou ce genre de choses. Il faut... en fait, à la base, il fallait faire une thèse pour arriver à ce genre de métier. Maintenant, il y a beaucoup de formations à Bac plus 5 ou Bac plus 6 qui permettent d'y accéder. Et donc moi, pour ma part, par exemple, j'ai fait 5 ans d'études en économie et je suis arrivé à la fin de mon Master 2 en recherche, j'avais le choix entre une thèse dans un domaine qui m'intéressait plus vraiment ou alors d'être chargé d'études économiques dans un cabinet de consulting, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai refait une année en master spécialisé à l'ENSAE en data science qui m'a permis en fait d'apprendre des choses sur ces trois piliers. Je vais essayer d'écrire une journée type chez Capcode où on est spécialisé dans l'analyse des réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de journée type, mais il y a des tâches qui reviennent souvent. Donc en fait, la moitié du temps, ça va déjà se répartir dans du développement, c'est-à-dire mettre au point des modèles et donc les implémenter dans un langage informatique. Il y a tout ce qui est analyse et production de rapports, donc c'est des data visualisation, analyser les données pour les rendre intelligibles. Il y a toute une partie aussi, c'est l'échange avec les équipes métiers et marketing, dans le sens où, moi par exemple, je connaissais rien à la santé en arrivant à Capcode, et c'est en discutant avec mes collègues qui sont donc médecins, épidémiologistes ou pharmaciens, c'est en discutant avec eux qu'en fait on va apprendre des choses sur le métier et comprendre dans quel contexte on travaille. Et le contexte des données. Et enfin, il y a toute une partie qui est veille et bibliographique où en fait il faut aller se renseigner sur les innovations qui arrivent en data science et dans la recherche académique pour voir ce qui peut être utile dans notre travail. Alors pour illustrer ça, j'ai deux exemples. J'ai un premier, c'est sur le lévothyrox. Donc il y a eu un scandale sanitaire l'été dernier vis-à-vis de ce traitement. Et donc nous, en réponse à ça, on a essayé de développer un algorithme de veille de scandales sanitaires sur les réseaux sociaux qui permettent de détecter dès qu'il y a un volume anormal de messages propre à un traitement sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on voit, le pic à la fin du graphique. Donc ça intervient en août quand il y a eu la médiatisation de la pétition en ligne et tout ça. Un deuxième exemple, c'est l'analyse du stress qu'on a fait avec la fondation Ramsay, où en fait on nous a demandé d'analyser la représentation du stress sur les réseaux sociaux et d'en dresser une cartographie des causes et des conséquences. Donc on est parti de messages comme cela, où simplement des gens racontent comment ils sont stressés, comment ils se sentent, quelles sont les conséquences. Et on a fait une cartographie qu'on ne voit pas vraiment là, mais où on voit que ça crée des douleurs, ça peut créer des insomnies, ou ça peut venir de différentes choses. Au niveau du salaire, j'ai regardé sur Glassdoor donc les salaires moyens. Donc en fait, on voit qu'en Europe, c'est beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Moi, quand j'ai commencé, j'étais même pas là-dedans, en fait. J'étais en dessous. Et par contre, en fait, après 1 an et demi, 2 ans, on évolue assez vite. C'est ça qui est intéressant, aussi bien en termes de salaire que de responsabilité. Les compétences, en fait, les qualités qu'il faut avoir pour ce métier, c'est d'abord être organisé parce que, vu que c'est de la recherche, on peut essayer... Il y a plusieurs projets en même temps, des fois, déjà. Et en plus, on teste beaucoup de choses qui ne peuvent pas forcément marcher, mais il ne faut pas forcément les jeter à la poubelle. Il faut savoir les mettre de côté pour pouvoir les réutiliser, éventuellement pour un autre projet, un projet futur. Donc, il faut être organisé. Il faut être curieux, dans le sens où ça c'est lié à la veille, en fait. Il faut essayer de voir ce qui se fait tout le temps de nouveau qui peut être utile pour nous. Donc tout
tout simplement suivre des comptes Twitter de data scientists qui partagent, qui font ce genre de choses. Il faut savoir communiquer. Donc, vu qu'on est face à des profils différents, il faut adapter son discours. Il faut essayer d'être à l'aise à l'oral. Donc, c'est pour ça que je suis venu là aujourd'hui. Mais bon. Et enfin, il faut savoir chercher. Ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître par cœur tous les modèles possibles et existants et connaître tous les langages de programmation. Il faut être capable d'aller sur les bons sites et trouver les bonnes ressources pour régler ces problèmes, puisque maintenant toutes les ressources la majeure partie des ressources sont en ligne et gratuites. Pour finir sur ce retour d'expérience en termes de satisfaction et de difficulté, en fait, on peut se sentir un peu perdu déjà, des fois, parce que c'est un domaine qui est très innovant, où il y a beaucoup de nouveaux outils, nouvelles techniques, mais c'est en même temps ce qui permet de rester motivé. Une question par rapport à la collecte des data, au départ, notamment dans le cas du Evotirox avec les médias sociaux. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé ici, parce qu'en fait, on est dans un cadre où on a déjà beaucoup de sources de données au sein de l'entreprise, mais en amont, en fait, il faut cibler tous les endroits où on pourrait trouver des données intéressantes. Donc c'est à la fois des forums médicaux comme Doctissimo, mais c'est aussi sur Facebook ou Twitter, où tous les endroits où les gens s'expriment en fait et vont partager leur expérience avec le traitement. Alors c'est plutôt, vu la masse d'informations que vous collectez, parce que quand on parle des réseaux sociaux, c'est tout suffisant, vous ne faites pas ça manuellement, j'imagine. Donc si vous me demandez si vous passez par un logiciel particulier pour l'instant, en fait, on se base vraiment que sur du R. On fait ça sous R pour l'instant, ouais. Ça, on n'utilise pas d'outils big data à proprement parler pour l'instant, genre tout ce qui est Hadoop, ce genre de choses, non. Voilà. Quel est le futur du métier de data scientist? Une bonne question. Je pense qu'il y en aura de plus en plus déjà. C'est une question à laquelle j'ai pas vraiment pensé, mais il y en aura de plus en plus. Ils seront. Enfin, après, je vois que les entreprises digitalisent, ils passent à l'analyse de la donnée de plus en plus, donc je pense que c'est un métier qui est appelé à être de plus en plus démocratisé, quoi, mais après... Ma question portait sur votre algorithme d'analyse de trend. J'aurais voulu savoir si aujourd'hui c'était un exercice qui est purement théorique ou si c'est des véritables applications B2B, notamment au regard de la courbe, vous pouvez voir le pic est véritablement significatif lorsqu'on a une application de médias sociaux. Est-ce que vous avez aujourd'hui une capacité d'anticipation des trends? D'anticipation, non, parce que ça demande vraiment... c'était difficile de l'anticiper. Ce qui s'est passé sur les Evotirox, c'était difficile à anticiper, mais c'est quelque chose qu'on peut détecter très vite, en fait. Là, c'est des observations qui sont bimensuelles. C'est toutes les 2 semaines, en fait. Donc, sur 2 semaines, si on voit vraiment un pic comme ça, on peut le détecter, quoi. Après, c'est pas quelque chose qu'on a appliqué, qu'on applique de façon régulière. Voilà. On l'a développé à cette occasion-là. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, la deuxième partie qui était l'analyse du stress? Oui, en fait, c'était du text mining, en fait, sur des messages de patients qui disaient être stressés. Et en fait, on a essayé de mettre en évidence ce qui leur causait du stress et quelles étaient les conséquences. Mais de façon automatique, j'entends. Donc c'est des modèles, du coup, c'est du machine learning qu'on utilisait pour voir quels étaient les mots qui étaient vraiment évocateurs, la façon de tourner les phrases, ce genre de choses. Et du coup, ça nous permet de créer des catégories de troubles. Comme ici, on voit douleur, c'est le plus gros, c'est le seul qu'on arrive à lire, mais du coup, la douleur, c'était une grosse conséquence du stress, par exemple.